De quelque race qu'ils fussent, les hommes qui peuplent les territoires que la France devait coloniser n'avaient, pour conjurer les maux et les calamités, que la seule ressource de faire appel aux puissances supérieures par l'entremise de leurs sorciers ou de leurs prêtres. Le culte du feu, les danses au milieu des flammes, traduisaient également l'appel des primitifs. Mais ils avaient beau se démener selon des rites étranges, le ciel demeurait sourd à leurs incantations. Famine et maladie décimaient bêtes et gens. Le dur travail d'un sol ingrat ne nourrissait pas à leur faim les indigènes. Témoins d'une splendeur déchue, les fiers monuments d'autrefois s'écroulaient dans l'indifférence générale. Il n'était pas que la nature qui fût cruelle à ces hommes. Des menaces pesaient sans cesse sur leur existence difficile. Chaque pierre, chaque arbuste cachait un ennemi. Les pirates saccageaient les récoltes, enlevant femmes et troupeaux. La justice était rendue de façon vénale et souvent entachée de cruauté. Des populations entières partaient en esclavage. L'enfant était arraché à sa mère. Des milliers de vaincus mouraient les fers aux pieds sur le chemin de l'exil. En 1814, nous ne possédions que quelques milliers de kilomètres carrés épars à la surface du globe, jalons précieux de notre future expansion coloniale. Le premier acte de cette nouvelle entreprise devait être la prise d'Alger en 1830. La pénétration du Sahara algérien fut plus difficile en raison de l'immensité du territoire et de l'opposition farouche des guerriers touaregs. C'est sous leur coup que succomba en 1881 l'héroïque colonel Flatters. Dès la conquête de l'Algérie, la Tunisie avait pris pour nous toute son importance. Elle était, suivant l'expression de Jules Ferry, la clé de notre maison. Le 8 mai 1881, nos troupes pénétraient à Tunis. Au Maroc, le régime du protectorat français devait être définitivement reconnu par le traité signé le 30 mars 1912 à Fès. Le maréchal Lyautey devait pacifier le pays. Son nom restera dans l'histoire comme celui d'un des plus grands colonisateurs français. Mais l'action coloniale de la France ne se limite pas à l'Afrique du Nord. Dès 1854, le capitaine Faidherbe commence l'œuvre méthodique qui devait créer notre Afrique occidentale française. En 1875, Brazza commence ses explorations qui devaient aboutir à la création de l'Afrique équatoriale française.
Notre effort de pénétration devait se poursuivre sans relâche jusqu'à la jonction de nos 3 grandes colonies. Notre victoire de 1918 nous valait enfin un mandat sur le Cameroun et le Togo. Vers l'Orient, l'action séculaire que la France exerçait en Indochine devait être facilitée par le percement en 1867 du canal de Suez. C'est à l'action de l'amiral Courbet et grâce à nos héros, Henri Rivière, Francis Garnier et à leurs compagnons d'armes qui ont jalonné le sol de l'Indochine des croix de leur tombe, que la paix française put s'établir sur les 5 pays qui forment nos possessions d'Extrême-Orient. La France avait pris pied à Madagascar dès le règne de Louis XIII. Mais c'est Gallieni qui, au nom de la Troisième République, devait prendre possession de l'île après avoir prononcé en 1896 la déchéance de la reine Ranavalo. Dans le même temps, s'achevait en Guyane française l'œuvre de l'Ancien Régime et de la Révolution. Poursuivant l'œuvre de La Pérouse et de Bougainville, nos marins nous assuraient la possession des plus belles îles du Pacifique. Plus vaste que l'Europe tout entière, la France et son empire d'aujourd'hui comptent plus de 110 millions d'habitants. Ces possessions nous ont créé des devoirs. Les médecins furent, avec les missionnaires, nos premiers apôtres, car il n'est pas de conception impériale française sans que soit respecté le principe de l'accès des indigènes au bien-être et à l'éducation. Des hôpitaux, luxueux comme des palais, sortirent de terre nettes et claires. La science remplaça la magie. L'esclave de jadis, le paria de toujours, connut enfin la dignité humaine. Il eut un toit, la sécurité, le repos. Le malade qui grelottait sur la terre nue connut la caresse des draps blancs. Les grands chefs blancs se penchèrent au chevet des misérables et s'informèrent de leurs besoins. Dans tout l'Empire, les plus grands savants ont recherché la cause et trouvé le remède aux maladies les plus cruelles. Ce terrible fléau de l'Afrique noire, la maladie du sommeil, est traité par des piqûres dont la dose est préalablement inscrite sur la poitrine du malade. Dans toutes nos possessions, des instituts Pasteur s'élevèrent pour maîtriser les épidémies microbiennes qui décimaient les populations. La redoutable fièvre jaune, appelée aussi typhus d'Amérique ou vomito negro, fut jugulée dans sa foudroyante propagation. À Kindia, en Guinée, des singes sont élevés presque en liberté pour être ensuite répartis dans tous les instituts Pasteur du monde. Leur nature se rapprochant le plus de celle de l'homme, c'est sur eux que l'on étudie les réactions des vaccins et sérums. Le venin des plus redoutables serpents
est prélevé pour créer les sérums qui sauveront des vies. Car le mal tue le mal et la victime du serpent sera guérie par lui. Cet homme inocule la dysenterie à des sauterelles. Les insectes, volontairement infectés et remis en liberté, iront contaminer leurs semblables qui périront avant de pouvoir dévorer les récoltes. En Afrique, le nombre des sauterelles est si considérable qu'il constitue pour la culture un véritable fléau. En Afrique du Nord, les disciples de Pasteur ont neutralisé les méfaits de la rage. À Madagascar, il faut lutter contre la fièvre palustre qui rend fou. Des souris blanches servent de cobayes. Aux Antilles, l'anémie pernicieuse est devenue guérissable. Dans l'Indochine lointaine, des laboratoires fastueux ont été édifiés pour l'œuvre pastorienne. Leur fondateur, le docteur Yersin, vainqueur de la peste, seul collaborateur vivant de l'illustre Pasteur, y achève sa noble vie consacrée tout entière au bien. « 13 000 kilomètres nous séparent de notre grande possession. L'Indochine devait donc avoir son autonomie pour la fabrication des sérums. Une véritable usine fut édifiée à Dalat pour préparer et conditionner les vaccins sauveurs qui seront répartis dans tout l'Extrême-Orient. Le dévouement fait des miracles. En Annam existe un village tout plein d'un doux bonheur. De jolies maisonnettes, d'aimables jardins où le chant des sources se mêle au gazouillis des oiseaux. Hommes et femmes vivent dans la quiétude, à l'ombre fraîche des beaux arbres. Les habitants sont tous lépreux. Ce riant village n'est en réalité qu'une léproserie, confiée par l'administration au dévouement des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Blanches comme leur âme, elles partagent leur vie entre les soins et la prière. Leur âme s'emplit d'une joie céleste, car si la lèpre est incurable, elles ont quand même remporté une victoire. Aucun enfant de lépreux, séparé par leurs soins de ses parents dès sa naissance, ne porte de traces du mal abominable. D'ailleurs, la France s'occupe partout des enfants et des mères. En Afrique du Nord, les musulmanes, craignant d'être répudiées parce que stériles, accourent vers le médecin français car la science occidentale assure la fécondité. L'Empire s'augmente sans cesse de petits êtres aux reflets de bronze ou de cuivre. Fiers de leurs petits, heureuses de les savoir protégés, les mères ont le sourire aux lèvres. Des œuvres charitables, comme celle de la goutte de lait, sont venues apporter leur bienfaisant secours.
créer une race saine, il faut entourer l'enfant de soins. Des sages-femmes indigènes ont appris à rouler le poupon dans ses langes, à surveiller son poids et sa croissance. Des assistantes, des infirmières sont instruites dans l'art de soulager la souffrance humaine. Le médecin de chez nous instruit des indigènes qui deviendront infirmiers et pourront seconder leur maître. Soigner les corps ne suffit pas. Il faut aussi cultiver l'intelligence. En classe, le professeur ne fait pas de distinction entre ses élèves. Ce sont tous des enfants à instruire sur les mêmes bancs. Même leçon, même devoir, même jeu, même récompense. Les indigènes n'hésitent plus à confier leurs fillettes à l'école. Instruites comme les garçons, elles cessent ainsi d'être, comme sous la loi barbare, des inférieures promises aux plus rudes travaux. Les études sont les mêmes sous tous les climats. Enfants et maîtres, avec les mêmes gestes, accomplissent le même labeur. Sur tous les bancs, les écoliers apprennent à connaître la France. Tous les enfants ne sont pas doués de la même façon. Certains sont orientés vers des métiers manuels. Les sujets d'élite poursuivront de hautes études. Ils deviendront médecins, avocats ou professeurs et transmettront à d'autres le savoir qu'ils ont reçu. Les enfants chez qui leurs maîtres ont décelé un tempérament d'artiste sont aiguillés vers des métiers conformes à leur goût. Soucieuse de la beauté sous toutes ses formes, la France a rénové les arts indigènes. À Madagascar, au Sénégal ou au Soudan, de jeunes artistes sculptent le bois ou la pierre sous la direction d'instructeurs exercés. Au Maroc, la marqueterie, originaire de Constantinople, réapparaît dans les meubles incrustés de nacre et d'ivoire. En Indochine, d'habiles apprentis filent la soie aux chatoyantes couleurs. En Afrique du Nord, pays de la laine, les enfants apprennent à confectionner les tapis si justement réputés. Au Tonkin, la broderie n'est pas seulement l'apanage des femmes. Dès l'époque de la première civilisation chinoise, le travail de la laque avait atteint une très haute qualité artistique. Mais cette science tendait à disparaître. L'école des beaux-arts d'Hanoï a créé des cours spéciaux pour que renaissent les magnifiques décorations de meubles et de paravents, dont certains valent de 30 à 50 000 francs. Le Cambodge est le pays des orfèvres. Leur art est placé sous le contrôle du protectorat français. Les artisans présentent leurs modèles au musée Albert Sarraut. Seuls les objets dont la valeur artistique est certaine reçoivent l'estampille officielle. L'indigène répugnait souvent aux exercices du corps. Ses muscles durent être disciplinés. L'école de Joinville est passée par là.
Être un soldat est un honneur. Les indigènes y sont sensibles. Au Sénégal, ils se présentent en souriant au conseil de révision. Les inscriptions se font au rythme du tam-tam. Défenseurs de la France et de la colonie, ce sont des hommes libres, armés pour défendre leur sol. Parallèlement à l'œuvre administrative qu'ils précédèrent souvent, les missionnaires collaborent à répandre la civilisation. Leur apostolat les a menés où personne n'osait aller. Ils prodiguent les soins sans répugnance, pansent toutes les plaies. Les missionnaires ont fondé des écoles et font aimer à leurs élèves le nom de la patrie. Les sœurs blanches apprennent aux fillettes des chansons de chez nous. Les sœurs franciscaines apportèrent à Madagascar les premiers métiers à broder. Les missionnaires sont aimés des Noirs. Tu es à la fois mon père et ma mère, disent aux prêtres ces hommes simples, dans leur langage imagé. Les âmes sont conquises sans violence. L'église ici n'a pas de mur, pas de porte, pas d'entrave. Prie qui veut. La nef est grande, c'est le plein ciel. La foi a pénétré les cœurs. À peine convertis, certains se préparent à devenir catéchumènes. Là encore, le séminaire n'a ni porte ni mur. De nombreux indigènes ont, de leur plein gré, embrassé la religion catholique. Mais la France respecte toutes les croyances. Elle est la tutrice de l'islam, comme le disait un Tunisien au président de la République le jour de la fête nationale. Aucune entrave n'empêche les musulmans de répondre à l'appel du muezzin qui, du haut du minaret, les convie à la prière, comme le font chez nous les cloches à l'heure de l'Angélus. Dans les écoles coraniques, les enfants musulmans répètent 100 fois et 100 fois chaque verset du Coran. Allah est Allah et Mahomet est son prophète.
En Asie, les dieux sont différents. Devant leurs autels, les fronts se courbent dans les lailles rituelles. Au Cambodge, les bons à la tête rasée, disciples de Bouddha le sage des sages, vivent de l'aumône que les fidèles leur donnent afin qu'ils puissent prier. Ils reçoivent un peu de riz pour un repas par jour et des baguettes d'encens qu'ils brûleront devant les autels. Les pagodes entendent jour et nuit réciter les 80 000 versets de la Bible bouddhique. Au sud de Carthage, dans l'île de Djerba, en Tunisie, existe la plus ancienne synagogue d'Afrique. Les fidèles vénèrent la Torah de parchemin roulé qui reproduit le texte de l'Ancien Testament. Les fils d'Israël entonnent la Marseillaise en hébreu en l'honneur du représentant de la France, mandataire du pays de toutes les libertés. Pays de toutes les libertés, la France n'impose pas, elle protège. L'administration associe les indigènes au gouvernement de leur pays. Les notables sont consultés. Chacun pèse en conscience les arguments et renseigné donne son avis. Toutes les dynasties qui régnaient sur nos protectorats ont été respectées. Des administrations mixtes gèrent les intérêts de ces pays. Elles ont à leur tête un conseil des ministres indigènes et un résident supérieur qui représente la France. En Annam, suivant un strict protocole, les ministres accueillent au palais impérial le résident supérieur qui vient présider à leur délibération et approuvera les décrets avant qu'ils ne soient soumis à la signature de l'empereur. Aucune autre grande puissance coloniale n'a promu de hauts fonctionnaires de couleur. Fils du pays, M. Eboué gouverne la province du Tchad au nom de la France. En Indochine comme au Sénégal, à Madagascar comme ailleurs, la justice est rendue selon les coutumes du pays, mais de façon équitable. Le juge français a des assesseurs indigènes. Aucune condamnation n'est prononcée sans que le prévenu ne soit admis à présenter sa défense. L'immense étendue de notre domaine impérial est dispersée sous tous les climats. Mais cet empire ne peut être alimenté par l'industrie nationale, ses richesses ne peuvent être exploitées au bénéfice de la métropole, que si la mère patrie demeure reliée en permanence avec ses possessions les plus lointaines par un faisceau de routes maritimes. En temps de paix, les 9/10 du trafic impérial de la France passent par les ports de la Méditerranée, suivant 3 courants principaux,
dont le plus important se trouve constitué par le faisceau de ligne France, Algérie, Tunisie, qui draine la moitié du trafic. Vient ensuite la ligne France, Suez et au-delà, qui draine un quart du trafic. Puis la route France-Gibraltar et au-delà, qui n'en draine qu'un dixième. Les ports de l'Atlantique et de la Manche n'en recueillent guère qu'un dixième également. Constatation qui met en évidence l'importance énorme de la Méditerranée et du canal de Suez dans le système de nos routes impériales. À ce réseau de grandes lignes maritimes s'ajoute aujourd'hui un réseau de lignes aériennes dont l'activité grandit chaque jour. C'est de Marseille que partent les avions qui relient la France à l'Afrique du Nord. Par les lignes d'Air France, on peut aller presque chaque jour, de Paris à Alger en 7h30, de Paris à Tunis en 9h20, de Paris à Casablanca en 9h30. Alger est la tête de ligne du réseau Air Afrique, qui assure la liaison de la métropole avec nos colonies de l'Afrique équatoriale en 3 jours environ, et qui, traversant tout le continent africain, met notre colonie de Madagascar à 6 jours de Paris. La ligne survole les hauts plateaux de l'Atlas. Le parcours est jalonné de postes de ravitaillement établis quelquefois en plein désert. Grâce à la radiotélégraphie, les avions restent continuellement en liaison avec la Terre. La forêt équatoriale, aux vastes étendues quelquefois inexplorées, est survolée chaque jour. La ligne aboutit à Madagascar, où nous retrouvons Assolan, qui fut avec Lefebvre le grand pionnier de cette ligne africaine. D'autres aviateurs ont tracé et jalonné cette magnifique ligne d'Orient qui met l'Indochine à 5 jours de la métropole, alors qu'il faut 1 mois par les bateaux les plus rapides. Chacune de ces lignes a exigé des moyens techniques différents, un matériel approprié, ayant une vitesse, un rayon d'action défini, un confort d'autant plus grand que le trajet est plus long. Il est dans l'Empire d'immenses villes, des cités superbes. Qui saurait dire au juste en les voyant si elles se trouvent en France ou dans les colonies? Celle-ci est Alger, française depuis plus de 100 ans. Alger-la-Blanche, qui avec ses communes compte plus de 300 000 habitants. Voici Casablanca, grand centre économique de l'Afrique du Nord, débouché maritime de la partie la plus riche et la plus peuplée du Maroc. Ville champignon aux imposants buildings, Casablanca ne cesse de s'étendre au fur et à mesure du développement de son commerce. Voici Tunis, la ville berbère plus vieille que Babylone, dont les grandes voies modernes entourent la ville indigène. Les souks, imprégnés du charme de l'Orient, les souks grouillants, pleins de pittoresques, côtoient ce modernisme.
Les marchés du Sud sont encore des caravansérails, où l'Afrique du Nord et l'Afrique noire se rencontrent pour échanger leurs produits. Accessibles à tous, les rapides autorails ont, dans le désert, remplacé les lentes caravanes. Ouargla, dans le Grand Sud, était un point d'eau que les caravanes parties d'Alger mettaient 15 jours à atteindre. Aujourd'hui, des autocars rapides ont remplacé les chameaux et des palaces accueillent les habitants d'Alger qui viennent y passer le week-end. Cet autobus du désert ne diffère pas tellement du Madeleine-Bastille, sauf que sa première section, Alger-Zinder, représente un parcours de 3600 km. Deux protectorats encadrent l'Algérie, l'Empire chérifien et le Royaume de Tunisie. Sur le Maroc règne Sa Majesté Moulay Youssef. Entouré de son imposante garde noire, le sultan, qui est également le père des croyants, se rend tous les vendredis à la mosquée pour les prières rituelles. Son Altesse Ahmed Pacha Bey, possesseur du royaume de Tunisie, car tel est son titre, règne sur la terre où vécurent les Phéniciens. Il reçoit en souverain les hommages de ses dignitaires. La cérémonie du baiser est réglée par un protocole immuable. Mais le geste n'est pas le même pour les chefs administratifs et pour les chefs religieux. L'Afrique du Nord est un pays sans fleuve ni rivière. C'est sur le problème de l'eau si important que la France s'est d'abord penchée. 9 gigantesques barrages furent construits qui coûtèrent des centaines de millions. Le barrage du Grib permettra d'irriguer 30 000 hectares de plaine. Le réservoir de l'Oued Foda retient 200 000 mètres cubes d'eau. L'usine électrique est alimentée par une chute de 65 mètres. L'eau captée, savamment distribuée, fait pousser du blé, du fourrage, des primeurs. À Sfax, en Tunisie, 7 millions d'oliviers couvrent la superficie d'un département français. L'Afrique du Nord est un pays de grande culture. Avec le progrès, à la faux succéda la moissonneuse moderne qui fauche, bat, vanne et ensache tout à la fois. Le sulfatage des vignes est fait par des équipes entières. Aucun cep, aucune feuille n'échappe à l'ondée purificatrice. Les phosphates sont une des principales richesses du sous-sol de l'Afrique du Nord. Ils sont à la base de tous les engrais destinés à augmenter le rendement de la terre.
des navires en emportent de plein chargement, qui fertiliseront les terres de tous les pays du monde. Le pétrole, élément vital de l'économie moderne, est recherché dans tous les continents. Des sondages ont révélé au Maroc des nappes de nafte et les travaux de forage ne tarderont pas à faire jaillir le précieux liquide. L'alpha, qui pousse naturellement, était considéré comme une plante parasite. Expédié vers la métropole, il se transformera en pâte à papier. L'Afrique du Nord est, après la France, le pays le plus gros producteur de vin. Des fruits, des légumes, des primeurs, du blé emplissent au ras des cales le ventre des navires. Toutes ces richesses suscitent bien des convoitises, mais l'armée d'Afrique veille. Aux côtés des troupes métropolitaines, la Légion étrangère monte la garde. Légion aux exploits légendaires, dont le drapeau arbore la devise « Honneur et fidélité ». Portés par de rapides méharis, les goumiers assurent la police du désert. Créées en 1902 par le général Lapérine, les compagnies sahariennes, aujourd'hui renforcées, mettent le Grand Sud à l'abri de toute surprise. Des troupes entraînées occupent des fortifications solides. La ligne Marette, avec ses casemates et ses blocos, et la ligne Maginot des Sables, infranchissable barrière d'hommes et de matériel. Dans de nombreux aéroports, des avions du dernier modèle sont prêts à prendre l'air pour protéger les cités contre toutes les agressions. Le front de mer est défendu par des places fortes. L'arsenal de Bizerte est un des plus puissants bastions de l'Empire. Il y avait là 70 Français en 1893. Il y en a 30 000 à présent, ouvriers et soldats. Djibouti est ville française depuis près d'un siècle. Seul centre important de la côte française des Somalies, c'est un indispensable port d'escale sur les lignes maritimes de Madagascar, des Comores et de l'Extrême-Orient. Autour de la cité, il n'y a que du sable, du rocher, de la brousse. Une seule richesse, les salines. Djibouti est un des points les plus chauds du globe. Dans les marais salants, l'eau de mer s'évapore rapidement. Des montagnes de sel sont exportées jusqu'au Japon. Le chemin de fer d'Addis Abeba à Djibouti fut construit par des Français.
Le matériel de traction n'est pas du dernier modèle, la voie est unique et étroite, mais cette voie n'en demeure pas moins la seule communication pratique entre la mer et la capitale de l'Éthiopie. À l'ouest de l'Afrique, Dakar est non seulement une escale maritime, mais la plateforme de départ des lignes d'avion qui unissent l'Afrique à l'Amérique du Sud. Contrairement à ce que l'on imagine en général, il y a beaucoup d'eau en Afrique centrale. Elle ruisselle par de larges fleuves. Le Sénégal coule au nord de l'Afrique occidentale française. Sur le Niger, long de 4000 km, d'énormes travaux sont en cours qui permettront d'irriguer de vastes régions jusqu'à ce jour stériles. Le Congo, au rapide tumultueux, est le plus grand fleuve équatorial. Le Bangui, affluent du Chari, est coupé de chutes impressionnantes. Harmonieux équilibre de la nature. Au bout du pays de la soif, l'immense lac Tchad miroite au soleil couchant. En Côte d'Ivoire, sous les tropiques, les villes, comme les plantes, poussent à vue d'œil. Il y a quelques années, Abidjan n'était qu'un point sur la lagune. Une capitale peuplée de 20 000 habitants a surgi du sol. Un service postal aérien relie Abidjan à la métropole. Des trains parcourent le pays et amènent au port les produits de la colonie. L'administration française s'est efforcée de donner aux indigènes le goût du travail en le leur facilitant. Des charrues et des graines sont mises gratuitement à leur disposition. Il pousse du café dans toutes nos possessions. En Côte d'Ivoire, les colons africains ont multiplié les plantations. Les colonies productrices de cacao sont plus rares. Les fruits cueillis par ces jeunes filles se transformeront en chocolat. Le Sénégal est le plus grand producteur d'arachides. On les vend sous le nom de cacahuètes à la terrasse des cafés, mais ils servent surtout à la fabrication de l'huile et du savon. Il pousse également des bananes en Afrique noire. En Guinée, les oranges ne mûrissent pas à la même époque que celles d'Europe ou d'Afrique du Nord. Cette particularité fait que nous pouvons en manger toute l'année. L'immense forêt tropicale au fût de cathédrale est une réserve inépuisable de bois les plus durs et les plus riches. Géants de la jungle, l'acajou, le palissandre, l'ébène sont abattus par les indigènes qui, jadis, ne s'aventuraient dans la forêt qu'en tremblant. Ces coupes sont surveillées et réglementées par l'administration forestière, car chaque arbre représente une petite fortune. La réserve est précieuse, il ne faut pas la laisser gaspiller. La Guinée française est productrice d'or. À Siguiri, les placers sont nombreux. Des trous sont creusés pour atteindre la couche aurifère. Les terres sont lavées, l'or, plus lourd que les sables, reste au fond des calebasses. Il ne reste plus qu'à fondre le métal en lingots, valant 50 000 francs chacun.
Plus de 7 tonnes d'or fin sont extraites tous les ans du sol de notre empire, et cette exploitation va être intensifiée. Des routes aussi belles que celles de la métropole traversent le pays, mais la tâche n'est pas terminée et, au rythme des tam-tams, on entaille de nouvelles chaque jour. Nulle part, l'œuvre ne se ralentit. Aux paillotes d'autrefois, les indigènes préfèrent les villages construits de façon moderne. Jadis, les danses étaient guerrières et menaçantes. Les Noirs dansent toujours, mais les outils de travail remplacent les lances et les flèches. Les femmes, par leur attitude et leurs attributs, apportent à cette manifestation une note particulièrement pittoresque. Les grands chefs noirs gardent leur prestige, leur escorte, leur apparat. Le sultan de Fumlo règne au Cameroun sur 200 000 sujets. Le Moro Nabab, qui réside à Ouagadougou, en Haute-Volta, reçoit l'hommage de ses sujets. Les hommes prosternés répètent les gestes que leur apprirent leurs pères. Peau noire, poitrines étincelantes. Vétérans de la Grande Guerre, pleins de souvenirs et de médailles, les poilus de l'Afrique noire se sont groupés en association d'anciens combattants. Ces âmes primitives ont la sincérité de l'enfance. Ils honorent leur chef, mais ils aiment la France. Ils le clament du Sénégal à la Mauritanie, du Cameroun au Togo. Les rumeurs de certaines revendications sont venues jusqu'ici. Ils y répondent à leur manière. La France est notre mère. Affection, loyalisme est également la devise des populations malgaches. Une tournée du gouverneur est un événement dans la vie de la colonie. Peu de souverains reçoivent dans leur pays un accueil aussi chaleureux. Le loyalisme indigène n'est pas un vain mot. Ce haut fonctionnaire est le représentant de la nation protectrice. Lorsqu'ils l'acclament, c'est à notre pays que s'adresse leur cri d'allégresse. Le cortège officiel, pour se rendre à Nosibé, franchit 3 ponts sur la route de Tananarive à Majonga, qui sont parmi les plus grands de nos colonies.
Nossi Bé est une petite île située au nord-ouest de Madagascar. Dans le port, les pirogues à balancier, toutes voiles dehors, font escorte à la vedette officielle. En l'honneur du gouverneur, les femmes Marovari exécutent une danse locale. Déjà vieille terre française, la grande île, pacifiée par Gallieni, fut surtout conquise sur la fièvre et la forêt. À Tananarive se tient toutes les semaines le marché du Zoma, dont le nom en malgache signifie vendredi. Les diverses races de la grande île viennent échanger les produits de leur sol, de leur labeur et même de leur art primitif pour la plus grande joie des enfants. Mais la grande richesse de l'île est son immense troupeau de 7 millions de bœufs, dont la chair et les peaux rapportent bon an mal an plus de 100 millions de francs. Des usines modernes mettent en conserve 40 000 quintaux de viande chaque année. Ces conserves, providence de l'intendance militaire, ont été depuis longtemps baptisées du nom de singes par l'esprit frondeur de nos soldats. La mode a rendu particulièrement rémunératrice la chasse aux crocodiles qui infestent les rivières de Madagascar. L'île de la Réunion, un paysage des Alpes à 36 heures de Madagascar. C'est là que naquit une des plus pures gloires françaises, Roland Garros. C'est là aussi qu'Abdelkrim, l'instigateur de la guerre du Rif, un des plus farouches ennemis de notre expansion coloniale, poursuit son exil. Aujourd'hui, il sollicite le gouvernement de la République de bien vouloir admettre ses 3 fils à l'école de Saint-Cyr. Doux pays, au doux nom, paré de jolies filles. Pays où naquit celle qui fut impératrice des Français, Joséphine de Beauharnais. Une seule ombre sur ce paradis, la montagne Pelée, dont l'éruption, en 1902, anéantit en une nuit Saint-Pierre, capitale de la Martinique. Rivages heureux, calme rivière aux merveilleux poissons. Tous les produits des Antilles s'étalent le long du marché de Fort-de-France. Mais attention, ce coq n'est pas destiné à mijoter dans une marmite avec une bonne sauce au vin. Il vaut 35 000 francs. C'est un coq de combat. Vous venez d'assister au pesage. Avant de le lancer dans l'arène, le soigneur dope le combattant d'un jet d'alcool. La bataille est vive, mais pas meurtrière. Au premier signe de lassitude, le coq est retiré. Son propriétaire se déclare vaincu. Le café des Antilles est classé parmi les meilleurs. Il est justement réputé pour son arôme. Seconde richesse agricole des Antilles, les bananes viennent immédiatement après les cannes à sucre.
Les régimes pèsent jusqu'à 25 kilos et les femmes qui les emportent de la plantation à l'entrepôt sont payées 6 sous par charge. Soigneusement emballés, les fruits sont expédiés en France sur des vapeurs spécialement affrétées pour leur transport. Les cargos bananiers font la traversée en un temps record pour conserver intact leur précieux chargement. Ils ne se détournent de leur route pour porter secours à un bâtiment en perdition que seulement lorsque des vies humaines sont en danger. Moissonneurs aux gestes harmonieux et précis, les fils du pays récoltent la canne à sucre. Il faut broyer les cannes pour en extraire le sucre. Les plantations antillaises donnent leur rhum à la saveur si particulière qui flambe dans les verres et met de l'optimisme dans les cœurs. La fin de la récolte est prétexte à des danses dont les mouvements rythmés sur des airs de rumba répètent en les scandant les gestes du travail quotidien. Un saut dans l'espace, 20 000 kilomètres. Nous voici en Extrême-Orient. Les missionnaires, poussés par la foi, furent les premiers à se risquer en Indochine. Ils furent également les premiers à s'aventurer au cœur de la Nam, où, sur des hauts plateaux, vivent des tribus encore à peine soumises que les gens de la côte appellent entre eux les Moy, ce qui signifie sauvages. Les missionnaires, par leur apostolat, l'administration par des distributions de sel, ont réussi à soumettre ces dangereux guerriers. Monseigneur Janin est l'évêque des pays Moy. Il vint à Khantoum comme jeune missionnaire. 50 ans se sont écoulés, il n'est jamais plus rentré en France. La voiture épiscopale n'a pas l'âge de Monseigneur, mais elle n'en est pas moins d'allure vénérable. On dirait que, consciente de sa mission, elle ne veut pas abandonner son maître. Et l'une portant l'autre, ils s'en vont gaillardement par monts et par vaux porter la bonne parole. Le résident de France au Darlac est un homme heureux, car il y a peu d'administrés aussi dociles que les Moy de la tribu des Radés. Il suffit à ce haut fonctionnaire de mander ses administrés pour qu'ils accourent aussitôt. Des estafettes transmettent ses ordres de village en village. Sans perdre une minute, les hommes quittent leur case pour prendre le chemin qui les conduira au rendez-vous fixé. Inutiles mais présentes, les femmes suivent leurs époux. Les éléphants domestiques ferment la marche. Au rassemblement, ils écoutent attentivement les ordres du chef blanc. « 6 mois d'entraînement et les guerriers d'hier sont des soldats accomplis.
Les hommes du bataillon Moy sont, avec les Cambodgiens, les seuls coloniaux qui portent le béret des Alpins dont ils ont également le courage. Toute la côte de la Nam, ainsi que les deltas du fleuve Rouge et du Mékong, sont surpeuplés. Les indigènes se nourrissent principalement de riz, mais faute de pouvoir consacrer de nouvelles terres à la culture, la récolte ne suffisait plus. Le problème du riz devenait de plus en plus angoissant. L'administration l'a résolu à la satisfaction de tous. Pour irriguer leurs champs, les indigènes avaient recours à des moyens primitifs. De grands barrages ont été construits permettant une répartition rationnelle du précieux élément. La fertilité accrue et maintenue pendant une grande partie de l'année permet 2 récoltes par an. Le Cambodge est un des pays les plus grands producteurs de riz. Sur ce royaume règne Sa Majesté Sisowat Monivang, qui gouverne sous l'égide protectrice de la France. À son jour anniversaire, les ministres, les préfets et les hauts dignitaires viennent lui présenter leurs souhaits respectueux. Le représentant de la France apporte à son tour ses vœux. Il est accueilli familièrement par le monarque souriant. Puis, vivantes et irréelles, les danseuses royales, dans leurs vêtements de brocart filés d'or, exécutent pour le souverain les figures hiératiques d'un prodigieux ballet. Fillettes vouées à la danse dès l'âge le plus tendre, assouplies, instruites de toutes les légendes, elles répètent les gestes de celles qui vécurent à l'époque où fut construit l'immortel temple d'Angkor. Les sculpteurs des temples qui virent la splendeur de l'Empire Khmer reproduirent les gestes gracieux et savants des danseuses dont l'art, plein de noblesse, est inspiré des traditions hindoues. La grande forêt cambodgienne avait, peu à peu, recouvert tous les vestiges du passé. Les banians et les lianes recouvrirent des villes entières de temples, enfermant les pierres dans une gaine végétale. L'école française d'Extrême-Orient a réussi à dégager les témoins d'une splendide civilisation disparue. Mais la tâche est longue et les moyens sont restreints. Ces considérations ne freinent pas l'ardeur de nos archéologues. Ils écartent les lianes, sauvent les pierres, les nettoient, les remplacent, reconstituent avec une patience admirable ces chefs-d'œuvre qui font accourir au Cambodge les amateurs d'art du monde entier. Le roi lépreux sourit à nouveau dans la pénombre des feuilles. Les génies alignent l'un près de l'autre leur rictus figé. Le temple du Bayon, aux 42 tours, renaît au rayon du soleil. La France honore l'histoire des peuples qu'elle protège. Du Cambodge en Annam, le passé demeure. Les tombeaux des grands rois de Tuduk à Gialong
sont toujours respectées. Les étudiantes qui viennent y recueillir des leçons d'histoire ne troublent point la paix des sépultures royales. Nul n'a le droit de franchir la porte de la dernière enceinte où dort celui qu'on ne doit pas nommer. Les traditions millénaires coudoient le modernisme. 100 siècles d'histoire laissent passer la route mandarine qui traverse l'Indochine du nord au sud et se prolonge jusqu'au Cambodge. Des ponts gigantesques de métal remplacent les bacs primitifs. Des trains rapides parcourent les pays de l'Union indo-chinoise, menant les voyageurs en sleeping et wagons-restaurants. La voie fut particulièrement difficile à construire et nécessita un grand nombre d'ouvrages d'art. Des aérodromes qu'on agrandit constamment permettent l'atterrissage des gros avions qui mettent d'un coup d'aile l'Indochine à 4 jours de la France. Port moderne, Haiphong est, après Saïgon, le plus grand port de l'Indochine. C'est par là que passe une grande partie du trafic du Tonkin. Sur les bords de la baie d'Along, à Kampha, en plein air, on découpe une montagne riche en charbon dont la qualité égale celle des meilleurs anthracites. Parmi les richesses minières de l'Indochine, l'étain vient immédiatement après le charbon. Ce métal est extrait de la même façon que l'or, auquel il se trouve souvent mélangé. Pendant longtemps, la culture du thé fut négligée. Elle est aujourd'hui en plein essor. Cueilli feuille à feuille, ce thé possède un arôme des plus délicats. Le latex, qui deviendra du caoutchouc, coule des blessures faites aux EVA, comme dans les Landes coule la sève des pins. Dans les usines, à proximité des plantations, le latex est coagulé, coupé en feuilles, puis fumé et séché. Il prend alors le nom de caoutchouc. Ce produit de l'Indochine française est expédié jusqu'aux États-Unis. Résidence du gouverneur général, Hanoï n'est pas une ville aux imposants buildings, mais au fond des jardins ombragés, de claires et confortables villas font de cette capitale une ville élégante et même de plaisance. Rien ne manque pour donner l'impression d'une ville d'eau. Des courses ont lieu tous les dimanches et des jockeys de 14 ans montent avec fougue des chevaux à leur taille. Avait, sur la rivière des Parfums, dans la capitale annamite, une grandiose vision d'un autre âge. Tous les 3 ans, Sa Majesté l'Empereur, entouré de ses gardes, de ses ministres, des mandarins et des soldats, présente au ciel les vœux de ses sujets, au cours d'une grande cérémonie religieuse, le Nam Jiao. Ces rites se sont transmis d'âge en âge, et Sa Majesté Baodai les observe comme les observaient ses ancêtres. Lentement, le cortège étincelant traverse la ville et gagne les faubourgs du sud où aura lieu le sacrifice offert au ciel et au génie.
Seuls les hommes sont admis à cette cérémonie. L'impératrice, mêlée à la foule, toute simple, photographie son impérial époux. Souverain d'Annam, Sa Majesté Baodaï fut élevé en France et y fit ses études. Instruit de toutes choses, grand administrateur, il s'entoure d'un luxe moderne qui tranche avec le style asiatique de la salle du trône et des salons d'apparat. Il passe, chaque matin, de longues heures avec les hauts fonctionnaires pour régler les affaires de l'État. Le résident supérieur, qui veille aux intérêts du protectorat, a de fréquents entretiens avec l'empereur. Ils prennent, en plein accord, des mesures administratives et sociales. Grande dame, l'impératrice, au joli nom de parfum du Sud, fut élevée au couvent des oiseaux. Cette épouse est une tendre mère. Son plus grand bonheur est de s'occuper de ses 3 enfants, le prince héritier Baolon et les 2 charmantes princesses, ses sœurs. Souverain moderne, l'empereur utilise pour ses déplacements les lignes aériennes dont le réseau rassemble les colonies autour de la métropole. L'avion réduit les distances. En cas de péril, l'Empire n'est plus qu'un coup d'aile de la France. L'alerte tout à coup propagée sur l'Empire n'a pris personne au dépourvu. Comme en France, dès la mobilisation générale, les ordres se sont succédés d'échelon en échelon. Instantanément, chaque commandant militaire a pu prendre ses dispositions de transport et de concentration. Ainsi, au même moment, de l'Indochine au Sénégal, de la Tunisie à Madagascar, de la mer Rouge aux mers australes, s'est levée une puissante armée d'hommes de toutes couleurs, de toutes races, de toutes confessions. Pour augmenter les effectifs stationnés en France, de tous les points de l'Empire, d'importants renforts ont franchi les mers sans encombre pour venir à l'aide de la métropole. Car il n'y a pas une France et des colonies, il y a une patrie commune, faite d'hommes qui ont le même idéal, vivre libre ou mourir. Mais chaque colonie ne s'est pas bornée à apporter son contingent de soldats à la métropole. Elle s'est mise en état d'assurer par ses seuls moyens sa propre défense. À l'appel se répercutant de village en village, les partisans déjà instruits, lâchant l'outil pour les armes, ont rallié leur point de concentration. La défense des côtes a été renforcée. Batteries puissantes, canons à tir rapide, concourent avec les unités de notre flotte à repousser toute attaque venant de la mer.
En dépit des attaques ennemies, la marine française, gardienne de nos routes impériales, s'est avérée partout en mesure d'assurer la sécurité des transports de troupes et des produits qui affluent des colonies vers la métropole. Déjà, les soldats de l'Empire ont rejoint leur poste de combat face à l'ennemi sur le front, aux côtés de leurs frères de France. Partout où ils ont attaqué, s'est affirmé leur héroïsme et leur mordant, garant de la victoire future. Ainsi, 108 millions d'êtres humains qui ne demandaient qu'à travailler et à vivre en paix se sont dressés pour la sauvegarde des libertés du monde et pour l'honneur de leur drapeau. Défenseurs de l'intégrité de leur sol, ils lutteront jusqu'au bout pour que leurs enfants, en toute quiétude, puissent continuer à écrire